Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au séminaire pour le groupe des boîtes à outils pour les soins aux nouveau-nés organisé par l'Organisation panaméricaine de la santé et la plateforme sur l'information de tout ce qu'il s'agit de la santé néonatale. Aujourd'hui, nous allons avoir Et aujourd'hui, il s'agit d'une série de séminaires d'apprentissage sur l'application de cette boîte à outils. Cette série cherche à avoir une collaboration pour avancer ensemble concernant les soins du nouveau-né. Il s'agit d'un groupe formé par UNICEF, l'OPS et d'autres membres pour les nouveau-nés. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir un groupe de collègues de la région de l'Amérique latine et des Caraïbes et nous allons parler sur l'information pour la qualité et l'attention et les soins néonatales en Amérique latine et les Caraïbes. Si vous voulez voir sur la partie en bas de la diapo, vous allez pouvoir voir le QR, le code, pour vous inscrire à la lettre d'information de ce groupe, aux mises à jour de ce groupe. Prochain, prochain diapo, s'il vous plaît. Bon, je vous reçois, je suis la docteure Goldie Massia. Aujourd'hui et depuis quelques ans, je suis la conseillère principale pour la santé néonatale Save the Children et actuellement dans l'Alliance néonatale de l'Amérique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Peut-être vous m'avez déjà rencontré dans cette fonction. Et s'il vous plaît, envoyez vos questions lors de la section de questions et réponses dans cette section dans le séminaire web. Prochaine, s'il vous plaît. Bon, alors ici, nous avons pour aujourd'hui, nous avons l'interprétation vers toutes les langues de la région, anglais, français et portugais. Le séminaire sera tenu en espagnol et on vous annonce le prochain événement le 10 septembre. Il s'appelle Les bébés et les bestioles et les innovations pour la néonatale, pour les néonatales et la résistance antibiotique. Prochaine, s'il vous plaît. Bon, comme vous pouvez voir, nous avons un agenda as- nous aurons une section de discussion. La première sera sur la mortalité néonatale de l'Amérique latine et les Caraïbes, équité et système d'information de Monsieur Dr Pablo Durand. Le docteur Pablo Duran, collègue et ami depuis plusieurs années, conseiller régional en santé périnatale pour l'Organisation panaméricaine de la santé et l'OMS. Il est le coordinateur de l'Alliance néonatale pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Le docteur Duran est docteur en médecine. Il a un PDH en santé. Il était spécialisé en pédiatrie par l'Université de Buenos Aires et fellow en nutrition internationale et épidémiologie nutritionnelle à Cornell University. Vas-y, Pablo, avec ta présentation et bienvenue. Merci beaucoup, Goldie. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes les collègues connectés. Et bien entendu, merci beaucoup là pour le leadership et pour la série de séminaires. La prochaine, s'il vous plaît. Tel qu'on est posé sur l'agenda, je vais faire mention à la mortalité néonatale en Amérique latine et aux Caraïbes et surtout analyser et remarquer l'importance de l'équité et des systèmes de l'information en réponse à ça constitue un aspect central pour aborder la santé néonatale aujourd'hui dans les régions des Amériques. La prochaine, s'il vous plaît.
La mortalité néonatale, et ceci est largement connu et partagé par les pays tant dans la région des Amériques comme dans d'autres régions, la mortalité néonatale représente plus de 50% de la mortalité au-dessous de 5 ans. Et nous savons que la complication à la prématurée, les sepsis, les malformations congénitales constituent un facteur important pour la mortalité et aussi pour la charge des maladies. Suivante, s'il vous plaît. Dans ce sens-là, des 15 millions de naissances plus ou moins enregistrées dans la région des Amériques, avec une raison de mortalité néonatale de 7,7 tous les 1000 nouveau-nés vivants. Nous savons qu'en Amérique latine et les Caraïbes, il y a 10 de ces 15 millions de naissances avec un taux plus élevé, avec 9,3 parmi 1000 nouveau-nés vivants et les 100 000 mortalités néonatales vont au-dessus. Et ceci montre l'importance de continuer à réduire et suivre les mortalités natales et néonatales et aussi les naissances prématurées qui font face à des situations graves. Nous savons aussi qu'il existe des cadres mondiaux et régionaux qui guident l'action, les équipes de la santé, les gérants. Et parmi ceux-ci, il faut remarquer l'approbation dans la région des Amériques de la stratégie et le plan régional d'action en santé néonatale, qui a été un guide, qui a été le leadership de voir la mortalité dans les nouveau-nés, les femmes et les enfants. Et ceci a été élargi jusqu'à l'année 2016, mais il faut remarquer aussi l'approbation, la validation du plan mondial, du plan d'action pour chaque nouveau-né, que ceci a permis à la région des Amériques de continuer avec cette action et de promouvoir et encourager la santé néonatale. Nonobstant la situation de la santé dans les Amériques, au moment que le plan d'action a été validé pour les femmes, adolescents et les enfants, en s'occupant aussi des positions du plan mondial des actions, comme l'action d'un côté, ça remarque le manque d'informations stratégiques pour vérifier l'état de santé et pour les femmes, enfants et adolescents, le manque de participation systématique et cohérent des femmes et des enfants et des adolescents, et surtout le manque d'informations stratégiques pour vérifier, pour suivre l'état de santé et les inégalités qui fondamentent qui sont prioritaires pour répondre aux défis que la région doit faire face. Dans ce sens-là, les lignes d'action proposées par ce plan d'action, en plus de renforcer un environnement politique, promouvoir la santé et le bien-être égal et habiliter l'accès. C'est la quatrième ligne d'action, c'est améliorer la disponibilité et la qualité stratégique de la santé des femmes, enfants et adolescents. Alors, il est inévitable de renforcer les systèmes d'information et que ces systèmes puissent fournir des données qui permettent de valoriser des réponses pour réduire ce problème. La prochaine, s'il vous plaît. La situation de la santé néonatale dans la région présente des problèmes importants, mais surtout durables et évitables, où les inégalités traduites en inégalités sont fortement présentes et très souvent avec une insuffisante visibilité euh, politique et actions adressées aux nouveau-nés, à ces familles, à leur communauté, et ça requiert de la participation de différents acteurs, différents domaines thématiques, unités et départements.
Dans ce sens-là, récemment, on a publié un article où on a analysé la mortalité néonatale dans les pays de la région pendant la période de 2000 et 2020. Et clairement, on voit la période de 15 ans entre 2000 à 2004 et l'année 2020, 2020 comme un décalage d'inégalité dans cette boîte et on nous montre qu'il existe progressivement une réduction des inégalités parmi les pays. Ceci est le taux de mortalité, que le taux de mortalité a été réduit et il y a moins de variations et moins de décalage entre les pays. Nonobstant, si on passe à la suivante, on peut voir que même si entre l'année 2000 et 2004, euh, le décalage, la fossé a été réduit en mortalité néonatale entre quintiles du développement durable. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans la mesure où les pays avec moins d'indices de développement durable présentent un plus grand taux de mortalité néonatale, avec les pays avec des meilleures situations économiques, on a vu seulement la réduction, l'inégalité entre ces pays entre les années 2000 et 2004 et 2005 et 2009. Mais à partir de l'année 2005, et il y a comme un stagnement. On n'a pas pu réduire les mortalités natales, surtout dans les pays avec moins degrés de développement durable. Alors ça, on voit la réduction de mortalité natale dans les pays avec des conditions économiques défavorables. On voit alors, comme on disait, qu'il y a une réduction dans la mortalité néonatale, dans le fossé absolu et relatif, les différentes mesures d'inégalité dans la mortalité néonatale, mais surtout le pourcentage de changement euh, dans la mortalité natale et dans les décalages d'inégalité ont été atteints et ont pu être réduites seulement entre les années 2000 et 2004 et non dans les années suivantes. Alors, il existe une dette importante et pour ça, il faut renforcer l'information. Le système informatique périnatal qui donne l'opportunité de recueillir, consolider et analyser des données. Il ne se focalise pas seulement aux nouveau-nés sains, mais aussi aux nouveau-nés malades de petits poids et qui requièrent des soins dans les établissements de santé et un suivi postnatal. Et il existe d'autres modules, par exemple des malformations congénitales ou de sepsis. Ce système d'information périnatale fournit des rapports avec des résultats périnatales dans l'analyse des inégalités. Dans l'analyse d'inégalités, et les pays les adoptent et les font adéquates pour leur système. Et c'est ça ce qu'on attend entendre à partir des expériences de la région. Donc, depuis l'Organisation panaméricaine de la santé et nous confions à suivre ce chemin en fournissant des outils qui puissent contribuer au monitorage et en focalisant les personnes et réduire les inégalités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Durand. On va continuer avec la prochaine conférence de la docteure Patricia Fernandez à propos de CIP en général et le suivi du nouveau-né. La docteure Patricia Fernandez coordonne le département de nouveau-nés de la Direction nationale de santé périnatale et enfance du ministère national de santé en Argentine.
Bonjour tout le monde. Je remercie d'être invité et c'est un honneur de participer ici. Je vais vous parler de l'importance des données. Comme vous le savez, l'Organisation mondiale de la santé fait le point sur la période des nouveau-nés. Il est essentiel de connaître les données des populations avec une haute récurrence. Il faut systématiser et détecter les maladies. Il faut avoir un bon registre de données. Il faut identifier les patrons, les tendances et les aires de travail. Pourquoi c'est important ces données? Car l'analyse de ces données va nous aider à certaines choses. Par exemple, à l'amélioration continu, à identifier les facteurs de risque, faire le suivi de la santé infantile à long terme, évaluer les interventions, faciliter l'investigation et ça permet de comparer les résultats à niveau national et international. Le système informatique périnatal, le SIP, c'est la source des données pour la systématisation de la santé des nouveau-nés et des mères. Et ça sert à avoir l'information importante. Elle est structurée dans certaines dimensions spécifiques et ça permet de comparer les différents services d'attention. Le SIP+, c'est la version en ligne qui est en train d'être utilisée dans notre pays, en Argentine. La moitié des 24 provinces l'a déjà mis en place. Il y a une actualisation en ce moment. Et il y a le procès de SIP en suivi qui est en train d'être construit. L'évolution de la couverture de SIP depuis 2008 au 2022 en Argentine, à partir de 2012, il y a une constante au-dessus du 70%. Il y a tout un groupe d'indicateurs qui a été formé à partir de 2012. Voici la liste des indicateurs SIP que l'on peut avoir grâce au SIP. Il y a l'information des différents axes, des dimensions, la qualité des soins, l'impact maternel et fœtus, l'impact sur le nouveau-né. Et ces données peuvent être comparées à d'autres pays et à d'autres époques aussi. L'indicateur sont variables. Ça donne une définition opérative et aussi chaque indicateur doit avoir une utilité. Par exemple, on a certains exemples dans la diapo. Chacun des indicateurs doit être construit avec ces 3 segments. Ça, c'est pour vous montrer les graphiques que l'on peut avoir grâce au SIP. C'est le taux des CSR depuis 2010-2022 en Argentine. Je vais faire le focus sur les nouveau-nés en risque. Le travail
en, en clinique cherche à donner des recommandations pour faire le suivi des enfants nouveau-nés avec des besoins spécifiques, tout en cherchant une présentation de manière d'avancée. La population ciblée, c'est les nouveau-nés jusqu'à les 2 ans. Ceci, on peut le trouver sur le guide dans les indicateurs de procès et les résultats d'implémentation dans les nouveau-nés. Le guide vert, c'est en 2018, a été créé par le OPS et on l'a adapté en 2023 à la réalité argentine. Il y a certaines différences. On va jusqu'à les 7 ans, pas jusqu'à les 5. Et elle a été faite grâce à la collaboration des experts et la direction de qualité. Elle a été approuvée par une résolution ministérielle. Voici une image qui montre une liste que l'on a dans le SIP où on cherche les différentes variables pour faire le suivi du SIP. C'est le même format du SIP nouveau-né. Le format est similaire. Ce que je cherche, c'est que vous pouvez voir un peu la structure. Et ça va des 40 semaines jusqu'à les 7 ans. Et voici quelques données que l'on a grâce au SIP Neo et le suivi. C'est des données démographiques, des données cliniques à propos des diagnostics, des traitements, des complications, des données de suivi à long terme, la détection de complications en avance, l'accès au diagnostic et au traitement, les causes de retour à l'hôpital et s'il y a des discapacités associées à certaines causes et à certains diagnostics. Voici des indicateurs comme exemple, par exemple, le taux de survie. On continue. Ce sont certains indicateurs qui sont en train d'être construits. Voici la liste. Par exemple, on a les données de survie, c'est la morbidité, la croissance en hausse, la lactance, la durée du séjour à l'hôpital, le développement neuroconductuel, la réalisation des diagnostics et traitements. Selon ces indicateurs, on peut penser à certaines stratégies. On continue. Et voici les défis pour la mise en place. Donc, il y a des difficultés dans le manque de ressources humaines, comme aussi technologiques, la résistance au changement. Si on utilise d'autres bases de données, le CIP proposé a une capacité de partager.
le budget, les difficultés logistiques. Voici la dernière. L'objectif, c'est de finir l'actualisation du SIP Neo et SIP suivi, les capacitations dans tous les départements, l'accompagnement continu et l'idée de l'utilisation de l'information pour l'action, pour prévenir des discapacités associées à la prématurité, organiser l'observation des risques en, en articulant les niveaux d'attention et gérer l'accès aux besoins spécifiques d'attention en santé. Merci beaucoup. S'il y a des questions, je répondrai à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va écouter la 13e exposition. C'est le système de registre pour pour le suivi de la réponse à sepsis et infections associées à l'attention sanitaire des nouveau-nés. La docteure Zenobia Quispe, elle est officier du Centre national de prévention épidémiologique et contrôle de maladies. Elle, elle vient du Pérou. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Enchanté d'être ici. C'est très important de participer. Au Pérou, il y a, il y a du travail fait dans les normes et la technique de santé. C'est la norme du 2020 qui cherche à trouver un standard dans la gestion des données pour l'étude des différentes situations. Les infections associées à l'attention à la santé, ça dépend un peu de la condition, quel type d'infection il s'agit. Ça peut se donner soit dans des patients ambulatoires ou hospitalisés. C'est quelque chose qui a apparu lors de le travail. C'est pas une infection préexistante. Il y a certaines caractéristiques qui sont travaillées. Surtout dans les dispositifs qui ont un grand risque pour des procédures invasives. Il s'agit d'un contrôle actif parce qu'il existe une intention de la part du personnel de la santé et une recherche pour la qualification de ces cas-là, et surtout parce qu'il requiert maintenir la sûreté. Le réseau de vigilance, de supervision, de contrôle du Pérou est adressé pour les établissements privés et publics. C'est universel et obligatoire dans un niveau intermédiaire, moyen, et aussi dans les centres du Pérou. Ce réseau de vigilance aujourd'hui a incorporé plus de 500 établissements, parmi lesquels il y a 96 hôpitaux et instituts qui donnent des rapports en néonatologie, surtout dans les établissements de soins intensifs. En plus, dans le domaine néonatal, il y a d'autres services ciblés pour les nouveau-nés où il peut y avoir deux infections, l'une dans le torrent de sanguine et
Et chaque établissement de santé doit avoir un plan de contrôle où on voit le contrôle et quels sont les pas à suivre et pour fournir des données qui analysent ces données et qui les diffusent. Il doit y avoir un responsable en charge du contrôle, qui soit une personne de la santé bien formée, qui va recueillir l'information, qui va être à côté du patient et qui doit avoir accès aux histoires cliniques, aux résultats, au personnel de la santé en charge ou aux familiers. La norme établit avoir un standard, une formation et un lit de chaque 100 lits programmés. Parce il nous faut pour faire le dû suivi. Les définitions des cas pour les événements se basent sur ce qu'indique l'OMS, c'est notre référentiel. Et pourtant, pour les affections du sang, dans ce cas-là, euh, il y a un lien. Alors, je disais que les définitions du cas sont mises à jour dans les institutions de référence, l'OEPS ou aux États-Unis, pour avoir de l'information standardisante, surtout dans les infections du sang, et qui sont aussi confirmées par les laboratoires et les cliniques. Et là, il y a peu de ressources pour recueillir les données cliniques. Pour les pneumonies associées et pour les analyses radiologiques cliniques, il y a une définition de pas qui puisse avoir de collecte dans les cas requis. Nous avons passé déjà un formulaire manuel où avant c'était assez difficile. Maintenant, nous avons un formulaire sur le réseau où il y a la définition du cas principal, la réception du client hospitalisé et où il y a des données générales pour les pratiques qui vont suivre. Après, dans la partie inférieure, on affiche des données des principaux dispositifs suivant la différente symbologie qu'on utilisait pour qu'on puisse numériser toutes ces données. Après, il faut dire que l'enregistrement des données, il faut dire que l'enregistrement des données des patients est automatiquement pris par ce suivi. Il faut juste compléter quelques données quand il y a des complications. Suivant. Données liées à l'infection comme le facteur de risque et avec le profil de sensibilité des agents qui causent l'infection. Juste maintenant avec la problématique de la résistance des enfants aux antibiotiques. Alors, on a deux applicatifs. On a l'applicatif web de YAS et il y a l'applicatif de web des émergences sanitaires. Dans le cas de l'applicatif de web, on a des cathéters centraux, des cathéters venant et périphériques, des ventilateurs mécaniques et la nutrition parentale et le contrôle des nouveau-nés suivant les différentes catégories du poids. Suivant.
applicatif web de IAS, on a eu des avantages pour cet applicatif qu'on a pu améliorer les registres de l'information, optimiser le contrôle de qualité des données, les opportunités pour notifier et pour éviter de l'information sans cohérence. Malgré ça, on a eu une limitation quant à la disponibilité du personnel, le réseau d'Internet et le manque d'équipements informatiques opérationnels. Mais on est en train de voir la possibilité d'avoir un applicatif qu'on puisse utiliser pour Internet. Il y a d'autres circonstances négatives qu'on va améliorer bientôt. La notification est faite une fois que le mois est échu et, et il faut un mot de passe et nom d'usager pour pouvoir y accéder. Les résultats du contrôle épidémiologique a permis de faire et d'établir des lignes de base pour les infections et aussi fournir de l'information importante pour améliorer les services. Et au niveau national, il y a aussi des indicateurs référentiels qui sont publiés dans le bulletin épidémiologique où on voit l'unité de soins intensifs. Pour notre pays, on a cette unité liée aux infections du sang et, aux cathéters liés aux cathéters veineux et la pneumonie liée à la structure mécanique. Et un système d'enregistrement pour les apparitions d'infections pour pouvoir faire les soins appropriés. Les alertes épidémiologiques liées justement aux nouvelles découvertes dans les organismes avec une haute résistance. Et aussi, ceci a permis que le pays ait des indicateurs pour les hôpitaux et pour poser des buts pour les hôpitaux. Et on leur exige, par rapport à leur activité, pouvoir donner, enregistrer les taux les plus élevés et sur cette base, pouvoir évaluer s'il y a eu des progrès de façon annuelle. Cette année-ci, on a eu l'occasion du Congrès et de qu'on puisse promouvoir une loi qui renforce le contrôle, la prévention et le contrôle de IAS et le contrôle des infections, aussi l'accréditation des établissements qui se consacrent à ça. Enfin, le IAS, c'est une problématique qui existe et qui va au-delà de le domaine hospitalien et ça requiert la formation des ressources humaines pour le contrôle des infections, l'existence de ces programmes et d'autres programmes, par exemple pour la sepsis, notre système d'enregistrement et c'est un défi pour la mise en place et le monitorage des services de la santé, tandis que la vigilance de IAS est une pierre, est un obstacle parfois pour la prise de décision. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, docteur Quispe, de votre excellente présentation et aussi d'avoir exactement suivi le temps juste. Et maintenant, nous allons passer à la discussion numéro 4, la mortalité néonatale de la docteure Maria Auxiliadora Gadea, la docteure et la coordinatrice des soins intégrales au ministère de la Santé au Nicaragua. Prochaine diapo et allez-y, docteur. Bonjour, bonsoir à tous les présents.
qu'on se réunit aujourd'hui pour voir des sujets si importants liés à des problèmes néonatals. Parmi les antécédents, on a une longue trajectoire. Je voulais vous montrer un peu cette histoire. On a eu des hauts et des bas. Déjà en 2019, en 2014, pardon, on a annoncé et on a passé à une troisième modification parce qu'on a avancé en tout ce qui concerne le système d'information périnatale. Le plus important de tout ça, c'est la volonté politique de notre gouvernement qui est à nos côtés et qui nous encourage pour continuer avec ça. Et nous avons élaboré des normes et actuellement, on compte sur le plus important. En 2023, on a déjà inclus notre système d'informatique périnatale sur la plateforme du système de la santé du pays. Alors, ceci est venu pour y rester et euh, le système informatique périnatal, pour ceci, nous avons déjà 3 modules. On a le CIP avortement, on a le CIP anomalie et le CIP néonatal. On a aussi un cadre normatif, des normes, la norme 078, où on voit tout ce qu'on peut faire avec ce système, comment on peut faire les procédures, tout ceci est établi dans la normative, tout ce que peut obtenir aussi pour la normative que pour les résultats. Notre information qu'on peut obtenir pour travailler, on a les objectifs des modules, les instructifs d'avortement, les, les maladies congénitales. On parle aussi de malformations prénatales et aussi un atlas d'anomalies congénitales postnatales. Dans ce cadre normatif, nous pouvons parfaitement réaliser tout ce qu'on a à travers le système. Et on inclut toute l'information, toutes ces normes, tous ces instructifs et, et après, on voit les explications du système et on l'a déjà dans une publication de notre plateforme du ministère de la Santé. On a, on a un appui solide pour la mise en place du système informatique périnatal. Quant aux anomalies prénatales et postnatales, franchement, j'ai beaucoup aimé qu'on nous a convoqués pour ce sujet parce que vraiment, si on va à tout ce qui est la mortalité néonatale, et nous avons les anomalies congénitales et prématurées. Alors, les anomalies prénatales, pour nous, sont vraiment des anomalies congénitales. Il s'agit d'un problème dans la santé et alors on fait un suivi de ça et nous avons un aspect très large et un système très large. Et la périnatologie est liée aux hôpitaux régionaux, aux hôpitaux départementaux, nationaux. On a le centre maternel fœtal et on a les centres fœtales dans les, à l'intérieur des hôpitaux et on a un chirurgien fœtal qui peut nous donner toute l'assurance que nous en avons besoin. Alors, en fonction de notre besoin pour les pays, nous avons dans cette partie supérieure où il y a un cercle, on voit le taux de mortalité néonatale et dans l'autre cercle, on voit l'anomalie prénatale ou congénitale.
l'enfant est né avec l'anomalie qui devra être traitée après sa naissance. Vous voyez où on peut décrire l'anomalie prénatale et où on peut décrire l'anomalie postnatale. Et voici un schéma où on peut faire le suivi de toutes les informations. Quand on peut décrire, ça peut nous permettre de faire le suivi correct. Le SIP+, dans le cadre du modèle de santé familiale et communautaire, permet que la femme enceinte peut être suivie. Donc, le 80% des femmes enceintes peuvent être suivies. Donc, ça permet que l'information périnatale peut être faite. Il y a un très grand nombre d'équipes qui travaillent. On leur a donné des tablettes pour qu'ils puissent enregistrer le SIP+, et ils puissent faire le suivi du travail avec les femmes enceintes. N'importe quelle soit la raison du besoin de faire le suivi, qu'elle puisse être dérivée à un hôpital et on puisse avoir toute son information au moment de son traitement. Lors du premier trimestre du travail enceinte, on fait le suivi et on cherche à détecter des anomalies prénatales. Lorsqu'il y a une anomalie, elle est dérivée au travail du, du suivi prénatal où le médecin fait le suivi et dans le niveau national ou régional. On fait une valoration et s'il y a une chirurgie fœtale qui doit être faite, euh, la, la chirurgie est coordonnée dans les 48 heures. Et sinon, il y a le suivi du périnatologue qui est dérivé dans la région où habite la femme enceinte. Voici le système de gestion. Voici le suivi des indicateurs nationaux par rapport. Les couleurs indiquent si le niveau de succès du travail à propos des indicateurs cherchés. Le jaune indique un travail moyen. Donc, la couverture, le travail est encore moyen dans ce qui respecte les naissances. Et donc, on cherche à améliorer ces résultats pour avoir l'information et faire le suivi de l'attention à chaque étape. Et en ce qui respecte les anomalies congénies, il y avait le 100% qui était traité et suivi, et dans ce semestre, il y a le 83%. Quels sont les facteurs du succès? Il y a la volonté politique,
du gouvernement. Il y a un procès qui vient depuis longtemps. Il y a un modèle de santé familiale et communautaire qui permet, grâce à ses caractéristiques de gratuité, d'accès au premier niveau d'attention depuis le début du procès des femmes. Il y a une grande équipe maternelle et fœtale qui est composée de 28 docteurs qui permet la croissance des capacités du personnel de santé dans tous les niveaux d'attention grâce à l'équipe de gérance du SIP+, et le rôle des chefs de service. Les visites systématiques de suivi aux services et aux municipalités avec des bases suivies en indicateurs cherchés dans les naissances, les femmes enceintes, les avortements, les anomalies, les nouveau-nés dans les soins spéciaux et le manque d'informations par certaines variables. C'est là où on fait des visites systématiques. Docteur, je vous dis qu'on est déjà dans le temps. Voici la dernière. Quelles sont les choses positives d'utiliser le SIP+? Ça permet de caractériser la population et analyser les causes de mortalité. C'est évaluer le développement des services d'attention, c'est avoir des informations basées en évidence scientifique. Ça permet l'application des normes et ça facilite la communication entre les différents secteurs. Les prochaines étapes, c'est l'implémentation de différents modules complémentaires de violence, de planification familiale et d'adolescence. Chercher l'interopérabilité dans le fichier électronique et continuer à entraîner le personnel de santé et le suivi systématique des indicateurs. Bon, merci beaucoup. Merci, docteur Gadea. Merci par votre présentation. Merci tout le monde. On a un peu de temps pour résoudre quelques questions ou peut-être quelques commentaires. Si on n'a pas le temps de répondre, je vous demande aux expositeurs de répondre dans l'espace de questions-réponses. Il y a une question de Patricia Barrios. Vous suggérez la méthode de mère kangourou pour la prématurité que vous avez fait dans la province du Chaco. Merci par votre question, docteur Patricia Barrios. Dans notre pays, ce qu'on utilise, on n'utilise pas mère kangourou, mais c'est la méthode peau avec peau. Il y a certains indicateurs on les a déjà vus et on peut chercher certains indicateurs grâce à l'utilisation du SIP. Merci beaucoup, docteur Fernandez. On a un petit commentaire. C'est pas le SIP en Honduras n'est pas installé dans les hôpitaux
il est installé dans les hôpitaux, mais pas dans les APS. Il n'est pas clair ce que c'est le APS. Il y a la suivante diapo, s'il vous plaît. Bien, merci beaucoup. Vous pouvez envoyer les questions. Et je vous demande, les présentateurs, de répondre, s'il vous plaît. On recommande tout le monde de rejoindre notre outil Nouveau-né. Le prochain événement, c'est le 10 septembre à propos de la sepsis nouvelle des nouveau-nés. Et je veux aussi, il y a l'enregistrement, oui, va être disponible depuis demain. Ou non, pardon. C'est depuis le prochain mardi. Et le dernier annonce, c'est à propos du groupe des outils pour le travail avec le nouveau-né. Le 27 août, il y a un concours d'essai. Ça- Il y aura des gagnants autour du 17 novembre. Le prix sera 500 livres et la publication dans le journal de nouveau-nés africaine et aussi l'opportunité de travailler en réseau et assister au congrès de néonatologie en 2025 et avoir un poste comme invité dans le podcast du, du groupe néonatal dans le réseau incubateur. Suivant, s'il vous plaît. Merci de nous avoir rejoints. Merci d'être ici. Merci la docteure Joylo, la docteure Mbuzu. C'est le premier webinaire en espagnol, donc qui est très important. Le OPS aussi. Et merci beaucoup. Visitez notre site et notre lettre d'information qui sont dans toutes les langues, comme vous pouvez le voir, en anglais, en français et en espagnol. Merci beaucoup. Peut-être il y a une dernière question ou commentaire. Merci beaucoup de faire tout le travail de défense de ceci. J'ai beaucoup appris, mais peut-être pas trop d'espagnol, mais j'apprécie beaucoup le travail. Elle regrette de ne pas parler espagnol, mais elle apprécie d'avoir participé et elle remercie tout le monde, les participants. Merci beaucoup tout le monde. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir tout le monde. Merci.